C'est parti. Il y a un petit indicateur dans le coin supérieur gauche de votre écran qui dit que nous sommes bientôt live. Il va bientôt se fixer en rouge. Voilà. Nous sommes live en ligne et je suis sûr que l'un de nos habitués va nous confirmer qu'il nous entend et nous voit bien. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue pour cette 20e rencontre 30 minutes pour demain, organisée par Léonard, avec lequel la plupart d'entre vous êtes familiers, donc la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci, qui s'efforce depuis longtemps déjà, depuis bientôt 3 ans, et bien de réunir régulièrement la diversité des personnes, de l'écosystème, des communautés qui conçoivent, qui opèrent, qui réalisent les villes et les infrastructures de demain. Pour cette 20e rencontre, nous avons décidé donc de faire un pas de côté en quelque sorte, et en donnant la parole à deux personnalités que je vais vous présenter dans un instant. Jean-Christophe Fromentin, d'une part, qui est maire de Neuilly-sur-Seine, vice-président de Paris-Ouest La Défense et délégué général du Forum de l'Universel. Jean-Christophe, on avait eu le plaisir de vous accueillir au titre de la Fabrique de la Cité, voici un peu plus d'un an peut-être, pour débattre de votre ouvrage, Travailler là où nous voulons vivre, dont il me semble qu'il mérite qu'on le rouvre dans ces temps. Il est d'actualité, effectivement. Il est d'actualité, donc au regard des circonstances actuelles. Et puis Didier Sicard, bonjour monsieur, je vous présente en quelques mots. Vous êtes professeur de médecine, épidémiologiste et ancien président du Comité national d'éthique. Alors, on vous a proposé de venir à la rencontre des communautés de Léonard parce que vous avez co-signé le 8 avril dernier une tribune qui a été publiée dans Le Monde, qui est intitulée, dont le titre et le contenu, bien évidemment, nous ont beaucoup interpellés ici, qui s'appelle « Coronavirus, les nouvelles configurations urbaines portent en germe des déflagrations écologiques à haut potentiel de viralité ». Alors, quand je dis que cette tribune nous a interpellés, c'est rien de le dire, puisque aujourd'hui, les concepteurs, les constructeurs, les opérateurs donc de villes, de quartiers, de bâtiments, d'infrastructures que nous réunissons donc habituellement chez Léonard, qui sont tous engagés finalement à la poursuite de cet objectif de la transition environnementale des villes et des territoires, eh bien, se donnent le plus souvent pour ligne de conduite de s'efforcer de réintroduire précisément la nature en ville via la biodiversité, la végétalisation, etc., dont les externalités positives nous semblent surpasser les effets indésirables. Pour vous, les effets combinés de la métropolisation, qui est le grand mouvement de concentration des richesses, d'activités et des populations en ville, et de l'envie de nature, risquent d'accélérer précisément les déclarations, les crises écologiques et sanitaires à venir. Et donc, il était important que nous vous entendions et que nous ouvrions ce débat avec vous. Je vous remercie sincèrement de nous avoir invités à faire ce pas de côté, d'avoir accepté de débattre dans une configuration qui est tout à fait typique des débats que nous cherchons à organiser chez Léonard, c'est-à-dire avec un public d'opérationnels, souvent, de gens engagés précisément dans ces transitions, un politique, disons-le, et garant, disons, de l'action publique et de l'intérêt général, et un scientifique. On est très à l'aise et très heureux de pouvoir reproduire cette configuration avec vous. Je m'en tiens là. Comme d'habitude dans nos événements, je vais vous laisser une trentaine de minutes pour exposer vos thèses et présenter un peu le contenu de vos réflexions. Je reviendrai ensuite à l'écran pour vous poser les questions que le public est invité à poser donc, dans le chat, et je me ferai donc leur porte-parole, leur intermédiaire pour poursuivre ce débat au-delà de la demi-heure que vous voulez bien nous accorder de présentation. Voilà, c'est à vous. Merci, messieurs. Très bien, mais écoutez, merci pour votre introduction. Je ne suis pas du tout contre la végétalisation de la cité. Et je ne suis pas du tout pour le béton à tout craint. Ce que je pense, c'est qu'il faut avoir une réflexion générale sur le fait que le vivant est un, que entre les animaux et les plantes, entre les plantes elles-mêmes, entre les humains et les animaux, il y a des relations et que quand on en change une, eh bien, ça a des retentissements sur l'environnement. Et qu'avoir fait disparaître les forêts a fait disparaître l'écologie, changer l'écologie des moustiques, que mettre des piscines partout dans les régions méditerranéennes où il y a de la dengue éventuellement encourage les pontes de moustiques si on n'y fait pas garde. Bref, avoir un sentiment que l'élevage intensif rassemble des moutons ou rassemble des poulets ou des porcs fait qu'il y a un effet d'entraînement lorsque un mouton ou un
poulet, un porc est infecté par un virus, immédiatement l'ensemble du cheptel est atteint parce qu'il y a un effet d'entraînement. Ce n'est pas 1 plus 1, c'est 1 plus 10 à ce moment-là, ou plus 1000. Et au fond, l'urbanisation à tout craint fait que quand un virus rentre dans une communauté urbaine de 10 millions d'habitants, eh bien la puissance de feu de ce virus est non seulement c'est pas seulement 10 millions, c'est beaucoup plus que 10 millions. Au fond, les grippes aviaires qui nous arrivent chaque année à la fin de l'automne venant de Chine, elles viennent toujours de ces rassemblements de poulets dans des élevages concentrationnaires. Bref, les épidémies, elles existent chez les plantes et on voit comment les plantes, lorsqu'elles passent d'Asie en Europe, transportent des virus. On l'a vu ou des parasites, pour par exemple la disparition du buis. Quand vous allez à Nice, vous voyez que les palmiers ont quasiment disparu. C'est absolument une tragédie. Au fond, avoir une attention au vivant. Le vivant, il est un. Il n'est pas simplement des objets. C'est pas un meuble, un palmier. Un poulet n'est pas un objet. Il est porteur du vivant comme nous le sommes. Et au fond, nous découvrons que nous sommes dans cette chaîne du vivant. Et par conséquent, si nous continuons à vouloir à tout prix avoir des bois précieux, nous détruisons l'écologie des forêts primaires qui demeurent encore au nord Laos et au nord Vietnam, et nous finissons par rendre la proximité des chauves-souris qui se nourrissent de fruits, parce que quand on détruit une forêt, ce n'est pas simplement pour faire un terrain où il n'y a rien, on cultive des fruits, on cultive du soja, on cultive autre chose. Et à ce moment-là, les chauves-souris découvrent le bonheur, elles, d'avoir des fruits à leur disposition qu'elles n'avaient pas, et donc elles vont éventuellement augmenter et les humains vont avoir des proximités, ils vont recueillir le guano, mais ça existe depuis des siècles, qu'on recueille les déjections des chauves-souris. Mais à ce moment-là, au fond, la capture des chauves-souris qui va alimenter avec un chiffre absolument monstrueux, on parle de 100 milliards de dollars en Chine, la consommation de ces chauves-souris qui sont mélangées à des pangolins, mélangées à des serpents, mélangées à des civettes. Bref, on bricole le vivant, on le fait et on le fait avec une sorte d'indifférence en pensant que ce sont des objets qui nous sont étrangers et on découvre notre proximité. Il y a des maladies humaines qui n'ont aucune importance pour les animaux, il y a des maladies animales qui n'ont aucune importance. La rougeole laisse indifférents les animaux, mais quand on a des maladies virales comme le coronavirus qui laissent totalement indifférents les chauves-souris, qui ont une capacité de défense immunitaire étonnante, c'est dans le règne du vivant, ce sont des mammifères qui sont invulnérables et donc qui ont permis à ce que les virus, au fond, s'épuisent à vouloir contourner les défenses immunitaires des souris, et des chauves-souris. C'est peut-être d'ailleurs pourquoi ces virus, lorsqu'ils passent à une autre espèce, deviennent d'une extrême virulence parce qu'ils ont acquis un pouvoir virulent qui a été un échec sur la chauve-souris. Et alors, si on est un peu finaliste, l'échec va se transformer en succès quand ils vont passer chez les humains. Autrement dit, le problème, ce n'est pas d'avoir une vision un peu naïve qui est de dire on va mettre du lierre, des arbres dans les parcs, des arbres dans les rues, c'est très bien, mais il faut toujours penser que d'où viennent ces arbres. Quand on achète dans les foires des animaux, des singes, des pitons, mais on peut imaginer que chaque fois, peut-être qu'on manipule de la dynamite parce que ces animaux sont porteurs de virus qui risqueraient, s'ils sont en grand nombre, ce n'est pas une chauve-souris qui va changer le monde, mais quand vous en aurez 1000, quand vous en aurez 2000 pangolins, 50 000 pangolins sont arrivés en Chine d'Afrique. Donc il y a une espèce de marché, mais un marché sordide, un marché mafieux, un marché qui est en train de bousculer, au fond, l'ordre du vivant et qui nous met dans cette situation absolument stupéfiante de vulnérabilité. Donc, voilà quelques mots qui montrent que le problème, ce n'est pas d'avoir un beau gazon dans une ville, au contraire, c'est d'avoir non pas du béton qui renvoie la chaleur, mais d'avoir une intelligence, de penser que le vivant, il n'est pas simplement à mettre sur son meuble, il a une capacité au fond de transmission, que ce soit essentiellement pour nous, pour les animaux, parce que les plantes ne nous véhiculent pas heureusement de virus, sinon on le saurait,
mais d'avoir cette vision un peu générale. Et au fond, notre gourmandise d'exotisme, notre gourmandise, alors surtout les Chinois, de chercher de la pharmacopée sur les écailles de pangolin, d'avoir des sentiments que acheter des animaux 200, 300 euros, 400 euros pour honorer ses invités est effectivement une catastrophe. Et je pense que peut-être pour la première fois, l'humanité va comprendre qu'entre le singe et l'homme, il y a une extraordinaire proximité. La chauve-souris et l'homme, il y a une très grande proximité. Et que par conséquent, même si nous n'avons pas les mêmes maladies, au fond, notre relation, si on n'a pas une sorte de vision un peu générale qui nous rappelle que le vivant, il est beaucoup plus... Nous sommes dans une partie du vivant et nous ne sommes pas simplement des privilégiés qui regardons le vivant comme si on allait au jardin d'acclimatation. Voilà quelques mots d'introduction. Merci. Ce qui est peut-être à lever, comme l'a fait le professeur Sicard en introduction, c'est ce conflit qui, à mon avis, a généré un quiproquo dans quelques échanges entre la nature en ville et puis ce que sont nos villes, ce qu'elles ont besoin d'être, c'est-à-dire des lieux où il y a des parcs, il y a des jardins. Un jardin, ce n'est pas la nature. La nature, ce n'est pas, ça ne se réduit pas à un jardin. Et je crois qu'on est tous d'accord sur l'idée que nos villes doivent se verdir, sur l'idée que pour combattre les îlots de chaleur, il faut remettre du vert. Mais mettre la nature, ou dire qu'on va mettre la nature en ville, c'est de mon point de vue, un non-sens. La ville est un écosystème qui n'a pas vocation à recréer la nature. La nature, elle existe dans des écosystèmes qui lui sont propres, avec sa diversité, qui est liée au climat, qui est liée à une géographie, qui est liée à des paysages, qui est liée à des modes de vie également. Et vouloir amener la nature en ville est, de mon point de vue, un contresens. Mais ça n'empêche pas que verdir nos villes, y mettre des parcs et des jardins, est une nécessité auquel la plupart des élus adhèrent, en France comme à travers le monde. Moi, ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est de dire que, en fin de compte, nos métropoles, dans lesquelles on va mettre, dit-on, à peu près 75-80% de l'humanité dans les années à venir, ces métropoles, elles vont devoir satisfaire un besoin de nature. Parce que c'est inhérent à nos personnalités, à notre nature humaine. La nature humaine a besoin de nature. Et beaucoup de sociologues ont fait la corrélation, d'ailleurs, entre le bonheur et l'éloignement de la nature, en disant les gens sont malheureux parce que la nature est loin, parce qu'effectivement, ils vivent dans des villes où leur relation avec la nature est de plus en plus éloignée, et une de nos raisons d'être est dans cette interaction, dans ces interactions millénaires de l'homme et de la nature. Et donc, dans des travaux que je fais depuis quelques années, j'ai poussé un peu cette idée métropolitaine jusque dans ces extrêmes, en disant, est-ce que finalement le modèle métropolitain, qu'on va payer cher, qu'on paye cher par rapport justement à cet éloignement de la nature, est-ce qu'il est un progrès? Est-ce qu'il est un progrès environnemental? Est-ce qu'il est un progrès social? Est-ce qu'il est un progrès économique? Et pour démontrer qu'en fin de compte, la vision métropolitaine du monde, elle avait ses limites. Elle a une limite en termes d'environnement, et c'est un petit peu ce qu'on vit et ce dont on débat aujourd'hui. Elle a une limite sociale, puisqu'on voit bien aussi que la proximité, voire la promiscuité, n'est pas un vecteur de cohésion sociale. On associe de plus en plus l'isolement à l'urbanisation, ou la distance sociale. Elle est malheureusement pas le fait du confinement, elle est le fait d'un mouvement de société qui fait que les gens sont de plus en plus seuls, et que sur le plan économique, la métropolisation, elle fabrique aussi des standards de consommation, des standards de vie, une forme de standardisation des modes de vie qui fait, et là ça rejoint aussi directement notre débat, que tout le monde veut consommer tout le temps. Tout le monde veut consommer des tomates toute l'année. Tout le monde veut manger de la viande ou des volailles tout le temps. Tout le monde, adhérant de plus en plus au même mode de vie, aspire aux mêmes consommations en faisant finalement fi des réalités de la nature qui fait que les légumes, les fruits, les animaux ont des cycles, ont des saisons, et qu'on ne peut pas comme ça s'affranchir de ces cycles et de ces saisons. Et là où on s'est retrouvé avec le professeur Sicard, c'est que la séquence qu'on vit aujourd'hui, elle porte ce nom qu'on a mis dans notre tribune de déflagration. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on va au bout de ces logiques,
au bout de la logique métropolitaine, avec le besoin de nature inhérent à la nature humaine, et quand on va au bout des envies de l'être humain, légitime, celle d'avoir la nature à portée de main, de pouvoir en profiter, de pouvoir vivre avec, ben on arrive à quelque chose qui est quelque part paradoxal. On arrive à un besoin inné de nature sans pouvoir la satisfaire. Et il y avait un sociologue allemand que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a fait un livre qui s'appelle Résonance il y a quelque temps, et qui est un livre dans lequel il met limiter la relation avec la nature à 2 week-ends par an rend l'homme malheureux, le prive d'une dimension anthropologique fondamentale qui est notre propre relation avec la nature. Et donc, mon propos, en tous les cas, un des propos de la conclusion de la tribune qu'on avait fait ensemble, c'est de dire, mais la massification urbaine, l'idée de concentrer les gens, c'est une idée qui est venue de la révolution industrielle, puisque pour amortir des équipements privés, une banque, des magasins, pour amortir également des équipements publics, on avait besoin de concentrer les gens de telle manière à avoir finalement un amortissement des investissements lié à la concentration qu'on crée autour d'un hôpital, d'un magasin ou d'une école. Aujourd'hui, et là, les événements qu'on vit en ce moment le montrent encore plus, aujourd'hui, en fin de compte, la technologie, elle permet quelque part de s'affranchir de plus en plus de la concentration urbaine. Là où on est en ce moment, chacun dans nos bureaux ou à nos domiciles, et puis ceux qui nous écoutent probablement peut-être répartis aux quatre coins de la France, on accède à un moment, on partage un moment en s'affranchissant de la concentration urbaine. Quelqu'un est peut-être dans le Limousin, quelqu'un d'autre est peut-être en Bretagne. Moi, je suis à Neuilly, le professeur Sicard probablement à Paris, vous-même également à Paris, et plusieurs de vos auditeurs sont répartis sur tout le territoire. Et pourtant, on est ensemble, on discute, on débat, en étant affranchis de cette concentration urbaine. Et la question que je pose, c'est, et la proposition finalement sur laquelle je travaille, c'est de dire, est-ce que cette nouvelle ère, très imprégnée des technologies, ne nous permet pas justement de profiter de la nature, d'y vivre pour ceux d'entre nous qui veulent être proches de la nature et de bénéficier, par le truchement des technologies, de ce que la modernité peut nous apporter. Autrement dit, plutôt que de vouloir mettre à tout prix la nature en ville, pourquoi pas mettre les avantages de la ville, ceux qu'on est légitimement en droit d'attendre, là où on veut vivre. Celui qui veut faire sa vie dans la Creuse, de plus en plus, et on peut le vivre en ce moment, il pourra participer à une réunion comme on le fait en ce moment, il pourra faire ses courses en ligne s'il le souhaite, il pourra suivre des cours ou des formations depuis là où il veut vivre. Et c'est pour ça que, vous voyez, dans cette tribune, et je crois dans ces éléments de conclusion, la question qu'on mettait en avant, c'est de dire, mais est-ce que finalement, à suivre cette logique de la métropolisation à outrance, sachant que l'homme aura de plus en plus besoin de nature, on n'est pas en train de faire fausse route. Et est-ce que la vraie modernité n'est pas plutôt que de suivre la massification que la révolution industrielle depuis 2 siècles a générée? Est-ce qu'on va pas passer plutôt d'un monde concentré à un monde mieux distribué? Et à ce moment-là, vous voyez, si on construit un monde mieux distribué, où on peut vivre là où on veut. Ceux qui ont une appétence pour la ville restent en ville. Ceux qui ont une appétence pour le bord de la mer peuvent aller y vivre. Ceux qui ont une appétence pour un village, une ville moyenne, peuvent en profiter. Et d'ailleurs, dans une étude récente du Cevipof qui interrogeait 15 000 Français sur là où ils voulaient vivre, c'était surprenant de voir que 83% des réponses, c'était plutôt dans un village ou dans une ville moyenne. 41% dans une ville moyenne, 45% dans un village. Ça montre que les unités urbaines vers lesquelles on va avec la métropolisation, en France, mais comme ailleurs dans le monde, j'ai fait un tour du monde l'année dernière dans une quinzaine de pays sur ce sujet, montre à chaque fois que finalement, grâce aux éléments technologiques, les gens retrouvent cette idée de se rapprocher de la nature sans perdre les avantages de la modernité, qui n'est plus consubstantielle de la concentration urbaine, mais plutôt consubstantielle de la mise en réseau du monde. C'est pour ça que la période actuelle, elle est assez intéressante. Elle montre finalement que ceux qui vont se confiner à la campagne ne perdent pas forcément le lien qu'ils ont en ville. Ils le redécouvrent. C'est pas du tout la même chose. Il y a des dimensions qu'ils ont perdues, mais pour autant, ils ne sont pas isolés du monde comme ça aurait été le cas il y a quelques années. Ça permet aussi à ce que la nature, notre proximité avec la nature,
elles ne viennent pas finalement s'inviter là où on vit, ce qui n'est pas forcément un respect de la nature d'ailleurs, de vouloir l'amener à nous, la consommer, mais plutôt aller vers elle, dans des unités urbaines plus modérées, plus à échelle humaine, avec voilà, la proximité, l'idée de vivre la nature dans son authenticité. Il n'est pas dans une sorte d'artefact urbain tel que finalement on est en train de la construire. Oui, moi je suis assez surpris des grands discours sur l'agriculture urbaine à Paris. Vous voyez, Paris a un problème de densité. On a tous dans nos villes des problèmes d'espace vital, puisque le logement, l'habitat est devenu très, très, très concentré et très compliqué. Alors, est-ce qu'on aura demain de quoi mettre la nature en ville, de mettre de l'agriculture en ville, de mettre des vergers en ville, alors qu'à 100 km de Paris, il y a des terres en friche? Donc, remettons un peu les choses en ordre. Voilà, c'est un peu le principe nature en ville ou ville dans la nature. Il semble que la nature en ville, ça pose quand même des risques et que ce n'est pas forcément le modèle de société à laquelle on aspire. Et la biodiversité, puisque beaucoup disent qu'il faut mettre la biodiversité en ville, pourquoi pas? Mais je pense que la biodiversité, elle est à redécouvrir dans la diversité géographique. Il y a une diversité géographique. Allons vers cette diversité plutôt que à tout prix vouloir reconstituer la biodiversité en ville, là où on vit, qui est une forme d'égoïsme finalement peut-être dans notre conception de la nature, de vouloir l'amener à nous, plutôt que utiliser les technologies modernes pour aller vers cette nature et proposer un modèle de société mieux distribué, moins concentré. Ça présente plein d'avantages économiques, puisqu'on retrouve aussi la diversité des productions et la diversité de l'économie. Vous savez que l'économie aujourd'hui souffre également d'une standardisation, c'est ce qui contribue à sa financiarisation. Donc retrouver une diversité économique, retrouver une diversité sociale, où finalement la proximité se fait aussi par les affinités, et retrouver finalement une distribution par rapport à la richesse de notre environnement, à sa diversité géographique. Ça me semble être des piliers importants, intéressants à approfondir pour proposer une société, encore une fois, qui utilise davantage la diversité de la nature et qui fait de nos technologies un outil au service de ce projet de société et non pas finalement un élément de confinement supplémentaire dans des villes hyperdenses. Oui, c'est tout à fait, moi je partage votre sentiment. Et en même temps, il faut penser que l'urbanisation horizontale, elle finit, elle, par consommer de la nature. C'est-à-dire que si on étale et qu'on disperse l'habitat et qu'on fait des petites villes partout, ben, les forêts risquent elles aussi de disparaître. Et que le problème, c'est que notre société contemporaine, elle est faite de services sanitaires, de services postaux. Et donc, c'est pas très facile de transférer l'ensemble des services sur les réseaux. Donc, il y a un pharmacien, un médicament, c'est pas une onde qui arriverait comme ça sur l'écran. Il a besoin d'être consommé. Donc, ça aussi, ça suppose à ce moment-là une circulation automobile, ça suppose des transports en commun. C'est extrêmement difficile. Vous avez raison sur le fait que l'urbanisation excessive a été au fond, la cause actuelle des grandes épidémies, que ce soit le VIH. Le VIH est un fruit direct de l'urbanisation à partir des forêts, des singes, etc. Mais au fond, je crois que c'était les humoristes qui disaient l'idéal, ce serait de faire la ville à la campagne. Voilà. Mais c'est une idée, je pense qu'il faut arriver à concevoir que de partir toujours des personnes les moins qualifiées, les plus vulnérables. Comment, et on l'a vu avec les Gilets jaunes, comment leur révolte témoignait le sentiment d'abandon, qui est quand même le paradoxe. C'est-à-dire qu'au fond, les citadins ne rêvent que d'aller à la campagne et ceux qui sont dans la campagne ne rêvent que de venir en ville. Donc il y a un échange. Et donc il manque, au fond, une espèce sinon de rationalité, mais au moins de conscience de notre vulnérabilité réciproque. Et je crois que les grands discours méconnaissent au fond le réel. Notre société, elle est faite de proximité. L'humain est devenu un animal extraordinairement désireux de relations à l'autre, le cinéma, le théâtre, le café. Et donc,
ils se réunissent en groupe, et en oubliant que se réunissant en groupe, ils vont partager éventuellement les mêmes mots, et que ce qui n'aurait pas existé dans une campagne, par exemple, cette épidémie arriverait dans une petite campagne de la Lozère ou de la Creuse, probablement n'aurait pas donné lieu à une épidémie, parce que la capacité épidémique, elle a besoin de nombre. Mais aussi réfléchir sur, en même temps dans les villes, sur les concentrations dans les campagnes d'élevage industriel. C'est monstrueux. Quand on a fait la ferme des 1000 vaches dans la Somme, moi j'ai été effaré. On a transformé les animaux en industrie. Donc, c'est pas simplement en disant l'urbanisation est responsable, la façon dont les campagnes ont elles aussi succomber à une consommation, à une transformation industrielle de l'animal est une cause majeure. Chaque année, nos vaccins contre la grippe sont une réponse au fait que nous mangeons des poulets à gogo toute la journée. Il y a une espèce de naïveté à penser qu'on pourrait en même temps avoir des poulets à 10 € et en même temps penser qu'on va être protégé définitivement de la grippe aviaire. Donc au fond, ce n'est pas simplement un transfert de lieu, c'est un transfert de réflexion sur la façon de vivre dans ce lieu, et de ne pas penser que simplement quelques arbres vont nous protéger si on transforme la nature dans la campagne en une zone industrielle, 1000 hectares de soja, 1000 hectares, 2000 hectares de blé, d'OGM, c'est-à-dire au fond un sentiment que la nature, elle est maîtrisable. Et là, elle nous donne une sacrée leçon, même si ce n'est pas sa volonté. Voilà. Merci. Merci messieurs. Si vous le permettez, je suis sûr que on peut poursuivre l'échange, mais votre intervention suscite évidemment de très très nombreuses réactions, et vous pouviez, je pense, vous y attendre, puisque je suis sûr que la tribune elle-même a déjà apporté, disons, son lot de commentaires. Peut-être je dirais les principales réactions que suscite votre intervention, on pourrait elle porte finalement sur la question de la continuité entre entre ville et nature, il me semble qu'il ne faut pas voir, j'ai une occasion d'opposer dans la façon dont vous présentez les choses. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a bien une forme de continuum entre nature et, je dirais, vie en ville, et dans votre invitation finalement à, pour reprendre un peu les mots de Bruno Latour, ne plus nous penser comme citadins français ou même humains, mais bien comme terriens, et penser la ville et le monde comme système. C'est bien ce que je retiens, et notamment des éclaircissements que le professeur Sicard a bien voulu nous donner en introduction. Cependant, alors peut-être une remarque là-dessus, moi je me pose une question, c'est au fond, votre intervention, c'est aussi un plaidoyer pour la transversalité dans nos compétences et dans nos spécialités de concepteurs et de faiseurs de villes, et peut se demander si après finalement les écologues, il ne faudrait pas introduire aussi des épidémiologistes dans les équipes de conception et qui pourraient être amenés à imaginer la forme future des infrastructures, des territoires et les bâtiments. Enfin, ça, c'est une remarque pour moi, et on se chargera chez Léonard de réfléchir à ces implications. Ce qu'on remarque aussi, c'est comme réaction à votre intervention, c'est le souci de beaucoup des membres de l'audience, précisément disons de défendre cette idée d'un continuum. On ne peut pas opposer la nature et la ville, la nature en ville avec le phénomène urbain, etc., etc. Et ça me paraît important, et je renvoie notamment à une intervention de Pierre Darmet qui souligne que favoriser la présence du vivant en ville doit permettre à chacune et chacun de vivre des expériences de nature préalables à l'action individuelle et collective pour protéger les grands ensembles naturels. Donc c'est aussi, la nature en ville contribue à protéger la nature, et qu'il y a toute une dynamique d'écosystème à concevoir entre tous. Enfin, je voulais, et peut-être là c'est l'un des principaux points du débat, parce que je pense que tout le monde s'accorde sur cette idée de continuité, c'est une objection classique. On parlait en souriant d'Alphonse Allais qui voulait mettre les villes à la campagne. Paola Munier, qui, elle, précisément, est une experte
de la biodiversité en ville, soulignait que ne pas concentrer les populations et ne pas lutter contre la métropolisation, ça peut revenir aussi à faire de l'étalement urbain. Et donc, comment est-ce qu'on peut résoudre finalement ce dilemme, et comment est-ce que votre regard sur ces dynamiques épidémiologiques peut nous conduire à, sinon le trancher, en tout cas progresser sur ce terrain? C'est la catastrophe de Los Angeles, qui est une ville qui s'est étendue complètement sur 200-300 kilomètres, et qui est une ville qui a saccagé la nature au nom où chacun a son petit jardin en fonction de ses ressources, sa piscine, et c'est à mon avis la contradiction majeure au fond de l'urbanisation horizontale, qui est une autre catastrophe. Moi, mon point de vue est le suivant. En entendant les Français dire on veut finalement retrouver des villes moyennes ou des villages, il y a exactement le même phénomène aux États-Unis, on appelle ça le boom des mid-cities, le boom des villes moyennes, et on le retrouve dans différents pays à travers le monde. L'idée, c'est davantage de réinvestir des villes ou des villages qui existent. Vous voyez, on n'a pas besoin pour ça de faire de l'étalement urbain. Quand vous avez en France des dizaines de villes moyennes qui aujourd'hui ont un tiers à la moitié de leur habitat qui est vide, c'est pas une problématique d'étalement urbain, c'est de relocaliser, de redistribuer la population précisément là où elle a envie de vivre. Et moi, je pense qu'il faut aussi repartir de ce que les gens veulent. Et quand on fait de la politique, on est théoriquement, vous voyez, avec cette obsession de permettre aux gens de vivre là où ils veulent vivre. C'était dans une tribune qu'on a fait il y a 15 jours avec Jean-Robert Pitt, le géographe de l'Académie des sciences morales et politiques. On a fait cette conclusion en disant, mais laissons les gens vivre où ils veulent vivre. Aujourd'hui, les gens veulent vivre dans des unités urbaines plus apaisées. Et donc, on a en France, par exemple, un maillage de 350 villes moyennes dans lequel il y a des écoles, il y a de l'habitat disponible, il y a des loyers ou des coûts d'accès qui sont très peu chers puisque beaucoup sont vides. Il y a des magasins, il y a dans certains cas encore des hôpitaux, il y a des gares, il y a des infrastructures. Pourquoi finalement avoir et continuer dans cette injonction métropolitaine qui fait qu'on a quelque part essayé d'associer la modernité à la métropolisation. Associer la modernité à la concentration urbaine avait un sens au XIXe siècle, pour les raisons que j'évoquais. C'est-à-dire que la massification était nécessaire pour finalement accéder au progrès. Aujourd'hui, on confond l'innovation et le progrès. L'innovation, ce n'est pas le progrès, mais ça peut favoriser le progrès, pour autant qu'on ouvre cette liberté, laisser aux gens de vivre là où ils veulent vivre. Celui qui veut vivre dans une ville moyenne, aujourd'hui, finalement, il est à contresens. Et quand vous avez 80% des Français qui disent « nous, on aspire à vivre dans ces petites unités urbaines, villages ou villes moyennes », et qu'on leur dit « ah, écoute, désolé, la modernité, c'est la métropole. Donc, de toute façon, tous nos choix seront des choix métropolitains. » Eh ben, on va à rebours, finalement, du progrès. Puisque le progrès, et le professeur Sicard le disait, c'est de maintenir l'accès à des éléments de vie sociale, à des éléments, à des équipements publics, à des hôpitaux, à des pharmacies, à des écoles. Mais pour autant, ça ne nous oblige pas à positionner le monde entier dans des métropoles, et pour autant, ça ne nous affranchit pas de mettre de la fibre optique dans des villages ou des villes moyennes pour ceux qui veulent y vivre, puissent avoir les conditions de la modernité. Voilà. Et puis sur la découverte de la nature, moi j'ai vu, comme nous tous, on a vu fleurir pendant cette période de confinement des enfants dans des jardins avec leur maman sur une table d'école en disant finalement l'apprentissage des sciences naturelles, il est mieux dans le jardin que dans une salle de cours à 30. Je crois que le meilleur enseignement aussi du respect de la nature, il est d'offrir à ceux qui veulent vivre plus près de la nature dans ces petites unités urbaines la possibilité de le faire. Voilà, c'est, je crois, ce qui montre que finalement, une meilleure distribution des populations là où elles veulent vivre, ce n'est pas consubstantiel d'un étalement urbain. Ce qui génère l'étalement urbain, c'est la métropolisation. Quand on fait du modèle métropolitain l'alpha et l'oméga d'un modèle politique, à ce moment-là, comme de toute façon, on ne peut pas éternellement pousser en densité et en hauteur, on a cette configuration horizontale. Moi, mon propos est différent, c'est dire qu'il y a un potentiel dans nos villes moyennes, en France et à l'étranger. C'est là où les gens aspirent à vivre, c'est dans cette redécouverte des villes moyennes qu'il faut axer nos politiques publiques. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense que
ce souhait fait que les grandes villes commencent à se vider. Paris perd des habitants. Et donc, il y a une espèce de lame de fond, de découverte, de faire des villes moyennes, des petites métropoles. Et donc, je pense que l'évolution va aller dans ce sens. Alors, une réaction sur ce point, on comprend très bien effectivement quelle forme de dynamique favorable, disons, aux espaces ruraux ou en tout cas à des villes de moindre importance que les grandes métropoles, non seulement vos observations, mais plus largement la crise peut encourager. Lorraine pointait un fait qui est que la pandémie a été particulièrement brutale, violente, dans les petites villes dans le nord de l'Italie, par exemple. Comment expliquer ça et est-ce qu'il ne faut pas y voir finalement une forme de contradiction à cette ambition ou en tout cas ce souhait de voir de contrer ou de contrebalancer plus exactement les mouvements de métropolisation et de concentration des activités dans les métropoles? Non, je crois qu'il y a un effet qu'on appelle cluster. C'est-à-dire que chez les animaux, quand vous mettez ensemble des animaux d'espèces différentes, la contamination entre les animaux va devenir une déflagration extraordinairement puissante, c'est-à-dire logarithmique. Ce n'est pas 1 plus 1, ça va être 1 plus 10. Et donc, quand une concentration urbaine et qu'un virus arrive dans une collectivité humaine, et en particulier pour ce coronavirus, ce n'est pas le fait d'avoir simplement 5 ou 10 personnes, c'est que les 20 personnes qui vont être touchées font qu'il va y en avoir 1000 ou 2000 très rapidement. Ces 100 personnes seraient séparées, l'épidémie ne prendrait pas. Le fait qu'en Lombardie, il y ait eu, alors est-ce qu'il y a eu des Chinois pour les défilés de haute couture? Est-ce qu'il y a eu les problèmes du football? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que l'effet cluster, que ce soit chez l'animal, que ce soit chez l'humain, la concentration dans un petit groupe, comme on a pu le voir à Mulhouse, fait que la puissance de feu du virus, elle augmente bien plus que le nombre de personnes présentes, comme si le virus trouvait un effet d'entraînement. Et donc, d'où ce qu'on appelle la distanciation sociale, c'est-à-dire que l'épidémie a beaucoup de chances de s'arrêter totalement. Moi, je ne crois pas du tout qu'il va rester un petit peu quelques virus comme ça, parce qu'il y a un moment où l'effet cluster disparaît. Et que même s'il y a quelques personnes qui demeurent, à moins qu'elles-mêmes soient au sein d'un groupe, je sais pas, un mariage, une salle de théâtre, il y a beaucoup de chances pour que, au fond, l'effet épidémique cesse. Donc, l'effet concentrationnaire d'un groupe humain ou d'un groupe animal est à peu près identique, avec une augmentation de virulence en fonction du nombre et non pas simplement par accumulation du nombre. Et puis quand on préparait la tribune avec le professeur Sicard, vous évoquiez, professeur, cette construction en village de l'Afrique et vous disiez que finalement, si Ebola s'était invité dans une grande ville, ce serait une catastrophe, mais la structuration de l'urbanité ou de l'aménagement du territoire africain par petits villages fait que quand le virus apparaissait quelque part, il était plus facile à contenir et il se propageait moins vite. Donc l'idée de petites unités urbaines est aussi finalement un modèle qui permet de contenir davantage que des grands modèles de concentration, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Pour essayer parce qu'il y a beaucoup de débats sur le chat, justement sur la forme de danger que pourrait représenter précisément cette nature en ville. Si je réinterprète, et je vous invite juste à me corriger ou à compléter, si je comprends bien, le titre, disons, de notre conférence et le principal entre guillemets de votre tribune, qui est celle de finalement de cette idée que la nature en ville pourrait être une promesse dangereuse. Le principal danger de cette promesse, c'est au fond peut-être de nous empêcher ou de nous freiner dans un moment critique pendant lequel nous pourrions repenser finalement le rôle de la métropole et son lien avec les territoires. Plutôt peut-être que et pourrait nous conduire finalement à perpétuer un modèle métropolitain que vous, en particulier vous, Jean-Christophe, contestez.
Moi, je pense que la nature est une belle promesse. C'est une promesse qui traverse les civilisations, qui traverse les temps, qui est la promesse, comment dire, la promesse de base, la promesse fondatrice de notre humanité. Elle est dans cette relation avec la nature. Donc, il me semble que l'ambition, c'est pas mettre la nature en ville, c'est de donner à l'homme, à l'être humain, le maximum d'opportunités de vivre la nature dans ce qu'elle a d'authentique. Donc, c'est pour ça que cette idée de dire la promesse dangereuse de la nature en ville, c'est même au-delà de la promesse. Ce qui est dangereux, c'est de finalement n'avoir que peu d'ambition ou une ambition assez faible, suffisamment petite, restreinte, pour n'avoir de la nature qu'une promesse urbaine et de ne pas faire de la nature une promesse de société. Et ça, vous voyez, je suis convaincu que notre ambition politique, encore une fois au sens étymologique du mot, doit nous amener à garantir ou à aller vers une promesse de la nature plus que vers une promesse de la nature en ville. Et aujourd'hui, on a des outils, on a un maillage de villes moyennes partout dans le monde, on a une construction, une histoire, un héritage aussi, qui nous permet peut-être, après avoir vécu ce moment de concentration pendant un siècle et demi ou 2 siècles, de retrouver un moment de distribution, un moment de ventilation, de redistribution pour se rapprocher de la nature, mais pas limiter la promesse de la nature à la nature en ville, mais ouvrir davantage la promesse de la nature pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une promesse bien plus belle que celle qui limite à quelques quartiers, à quelques parcs ou à quelques artefacts naturels, comme je l'évoquais tout à l'heure. Oui, le problème, c'est aussi de penser un peu plus loin. C'est-à-dire que quand on consomme du soja pour nourrir ses animaux et avoir de la viande, en fait, on augmente le paludisme. Et alors là, les gens se disent, mais quel rapport? Simplement, c'est que le soja, il est aux dépens de la forêt et donc de la diversité biologique. Donc, au fond, notre modèle citadin de vouloir avoir dans des supermarchés des éléments venant du monde entier à des prix peu coûteux, nourrir nos animaux avec des aliments exotiques, fait que c'est nous qui faisons souffrir la nature en l'obligeant à s'adapter à notre modèle de consommation. Et c'est peut-être, au fond, c'est cette complexité dont nous n'avons pas la moindre idée. Quand on mange un avocat, on n'a pas l'impression de changer le monde, alors qu'en fait, on change. Paradoxalement, on le change un tout petit peu. Quand on fait une piscine dans une région où il y a beaucoup de moustiques, eh bien, on augmente le risque de dengue pour l'ensemble. Le problème, c'est pas que la piscine soit mauvaise, parce qu'on peut faire des campagnes de démoustication pendant la saison sèche qui vont empêcher les larves. On peut mettre des produits larvicides. Mais le problème, c'est d'avoir toujours le sentiment que le produit du vivant, il est un aboutissement d'une complexité qu'on méconnaît. Et c'est et la ville est dans ce domaine tellement loin de la nature qu'elle finit par oublier quelle relation elle a avec le monde du vivant. Et peu à peu, il y a une sorte de surprise quand on découvre que le vivant, dans sa complexité, il a trouvé des voies quand même un peu étranges de nous transformer en gibier d'épidémie. Donc bien que votre ambition n'est pas de détourner la nature de la ville, mais plutôt de l'aider à redevenir consciente finalement de cette interdépendance très forte qui peut exister effectivement entre ces différents espaces. Et donc oublier effectivement la relation de cette ville avec le monde du vivant. Peut-être pour poursuivre un peu, et bien évidemment, rien n'interdit les allers-retours et de revenir sur les points précédents du débat, mais un mot sur finalement les conditions éventuelles de la transition que vous semblez, Jean-Christophe Fromentin en particulier, et le professeur Sicard avec lui, bien évidemment, donc les conditions de la transition qu'on peut envisager. Est-ce que, au fond, vos administrés, mettons de Neuilly, sont sensibles à votre discours qui invite précisément à revoir en profondeur notre relation à la nature, à la consommation, etc. Et est-ce qu'il vous semble que les entreprises de la défense, où vous avez également des responsabilités, évoluent justement, non pas seulement dans, j'allais dire, leur raison d'être et la façon, la relation qu'elles ont elles-mêmes avec la nature, mais plutôt à la façon dont elles envisagent de s'organiser demain pour accompagner ce possible mouvement? C'est, je pense, un élément extrêmement intéressant parce que le point de départ, l'amorce en fin de compte de cette nouvelle tendance,
elle ne viendra pas, en tous les cas, de nous, au sens des politiques. Et c'est là où les gens veulent vivre, et c'est en ayant cette appétence à vivre autrement que le mouvement sera lancé. Et je citais une étude du CEVIPOF, mais on pourrait en citer toute une série où on voit bien que le mouvement, il est lancé. Le professeur Siquet a rappelé tout à l'heure qu'il y a entre 10 et 15 000, que le solde démographique net de l'Île-de-France est de moins 10 à 15 000 personnes chaque année. Donc, ce mouvement, il est lancé. Et les entreprises l'ont bien compris, y compris dans mon territoire, comme vous l'évoquez, parce que je vois de plus en plus de grandes entreprises qui me disent, voilà, dans le siège social où il y a 1000 ou 2000 personnes qui ont travaillé, là, on va réduire l'espace de telle manière à proposer aussi aux gens de travailler là où ils veulent vivre et d'avoir une relation différente avec leur entreprise, de travailler un peu en télétravail, d'aller travailler dans des centres de coworking près de là où ils vivent, de revenir régulièrement dans l'entreprise pour des moments collectifs ou pour des réunions, pour des séminaires, pour des moments d'échange, mais de réorganiser en fin de compte la manière de travailler en sortant de la simplicité ou du simplisme pendulaire qui est j'arrive à 9h, je pars à 18h et je vis dans cette routine toute l'année, de laisser chacun s'organiser par rapport aux objectifs qui lui sont assignés dans une vie personnelle et dans un rapport entre sa vie et le travail qui ne passe pas forcément par tout le monde dans la même tour tous les matins à 9h jusqu'à 18h. Et ça, beaucoup de spécialistes en ressources humaines montrent et démontrent que en donnant cette liberté aux gens de travailler là où ils veulent vivre, sans perdre pour autant ni leur efficacité, ni la relation sociale, ni le sens des objectifs à atteindre, on retrouve dans leur travail une raison d'être supplémentaire. Donc moi, j'observe effectivement beaucoup ce phénomène et je suis convaincu que la période qu'on est en train de traverser va considérablement amplifier ce phénomène. D'abord parce que tout à chacun découvre des nouvelles fonctionnalités technologiques qui lui permettent finalement d'économiser des déplacements. Vous voyez, moi, je pense que dans le déconfinement, dans ma ville, dans ma mairie où il y a 1300 agents, beaucoup vont pouvoir organiser un mix nouveau entre leur présence à l'hôtel de ville et puis des travaux qu'ils pourront réaliser chez eux, voire pourquoi pas demain, dans des centres de coworking pour être avec d'autres près de chez eux. Et d'autre part, parce que la déflagration sanitaire et la question que ça a posé, que ça pose à chacun d'entre nous sur notre qualité de vie, sur notre bien-être, sur nos équilibres personnels, font que beaucoup de gens qui font l'expérience aujourd'hui de la campagne ou d'un confinement en province prennent conscience aussi d'une qualité de vie qui peut-être, on le disait tout à l'heure, ils avaient un peu oublié. Et donc, je pense que la période actuelle, elle va redonner conscience, en fin de compte, que des modes d'organisation personnelle, peut-être plus équilibrés, avec un peu plus de sens, peuvent finalement s'inviter dans notre projet de vie personnel. Tout à fait. Donc, vous l'avez dit, hein, que la période actuelle et cette crise est susceptible justement d'encourager, disons, citoyens, professionnels et entreprises à muter. On entend aussi le propos inverse, et on l'a lu dans le chat tout à l'heure, et ce sera également probablement l'un des propos de la conférence de demain, où un expert du télétravail nous dira, en gros, il ne faut pas confondre télétravail et confinement. Il y a aussi une part, disons, d'improvisation, d'extrême bricolage, au fond, dans la façon dont on réadapte nos modes de vie aujourd'hui pour eh bien, les mettre au jour de la crise, qui font craindre à certains que cette expérience, elle soit finalement pas si décisive que ça comme point de transition. Ce sont des itérations, vous voyez. Moi, je pense que ça accélère des mouvements. C'est-à-dire que les outils comme celui qu'on emploie aujourd'hui pour travailler, certains ne le connaissaient pas. Avec cette crise, certains le découvrent. Chacun va prendre ses outils pour le mettre, l'utiliser à bon escient dans sa vie et dans son projet personnel. Je crois que voilà, cette séquence, elle permet d'accélérer une tendance. Elle ne remet pas en cause le monde, elle ne le révolutionne pas, elle ne le bouleverse pas, mais en tous les cas, elle le fait accélérer, elle le fait avancer, peut-être dans une prise de conscience de ce que l'équilibre, la qualité de vie, le bien-être peut nous amener. Et beaucoup de sociologues disent finalement, on est passé d'une période où accélérer, gagner plus d'argent,
était le mantra. Il était vraiment le driver, comme disent certains, de notre vie. Aujourd'hui, c'est plutôt, et là aussi toutes les études le montrent, c'est plutôt l'équilibre, c'est plutôt le bien-être, c'est plutôt la santé, c'est plutôt les relations sociales. Ce sont des éléments différents qui influencent la manière dont on veut faire évoluer nos vies. Et donc la période qu'on traverse ne sera pas neutre, de mon point de vue, dans ce cheminement vers des vies qui sont peut-être plus influencées par une recherche de bien-être que par une recherche de profit. Ce qui est intéressant dans mon métier de médecin, c'est qu'on a beaucoup parlé de la télémédecine, et effectivement, c'est développé depuis quelques semaines de façon considérable. Et elle a montré en même temps ses limites. Ses limites chez les psychiatres, dans les établissements médico-sociaux, où les chiffres ont été très impressionnants. Par exemple, les personnes en situation de handicap n'ont eu qu'une augmentation de 10% de la demande de télémédecine et de 800% de médecins. Et donc, au fond, la télétransmission a des avantages majeurs et qui pourront en bénéficier. On ne peut pas en faire l'alpha et l'oméga du rapport social. Et qu'il y a un moment où, et c'est intéressant cette période, parce qu'elle nous montre que notre illusion de transfert méconnaît l'importance de la relation humaine. Et cette importance de la relation humaine, elle n'est pas transférable. Au fond, le café est quelque chose dont la disparition a laissé l'ensemble des citoyens dans une situation presque de détresse. Et qu'on a besoin, et on peut le faire aussi bien dans des petites métropoles, dans des petits villages, mais l'idée que le travail va pouvoir être télétransmis, effectivement adapté à un certain nombre de structures, on ne peut pas en faire un modèle, je crois, trop général. Je crois. Et juste rebondir sur ce que vient de dire le professeur Sicard, et la relation a été faite tout à l'heure avec le phénomène des Gilets jaunes. J'ai lu il y a quelques semaines, quelques mois, le rapport des experts du Conseil d'analyse économique sur l'exégèse un peu du phénomène des Gilets jaunes. Et la principale revendication, c'était pas tant du pouvoir d'achat supplémentaire, c'est, comme l'a dit à l'instant le professeur Sicard, d'avoir un bistrot et une épicerie à proximité. C'est-à-dire des lieux qui sont des lieux à la fois de socialité, qui sont des balises finalement fondamentales dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle je pense que dans ce monde distribué, il faut considérer des lieux de socialité, des lieux d'humanité, des lieux de communication, des lieux où on se serre la main, où on partage un verre sur une terrasse de café. Et c'était intéressant de voir que la réponse de ceux qui avaient manifesté, et quand l'étude a été faite sur leur motivation profonde, il y avait ce besoin de proximité. Et c'est là aussi, vous voyez, un sujet important de l'aménagement du territoire. Cette urbanisation à outrance, elle a laissé en friche ces villages et ces villes moyennes dans lesquels les gens aspirent à vivre. Le débat sur les centres-villes dans les villes moyennes, qui est aussi un des grands débats et une grande aspiration contemporaine, mais à recréer aussi de notre part, nous, les acteurs publics ou politiques, de recréer finalement des politiques publiques qui ne sont pas concentrées, qui sont distribuées. Et réouvrir un café a d'ailleurs été dans les propositions du gouvernement une des mesures pour accéder à ces revendications des Gilets jaunes, puisque Bercy a même dit qu'il simplifierait l'obtention des licences pour réouvrir des cafés. Ça montre bien que, voilà, attention au modèle hyper concentré qui ne répond pas à un besoin des populations, qui répond souvent à une injonction politique un peu facile. Et vous voyez, j'avais fait l'expérience quand j'étais à la commission des finances de l'Assemblée nationale, de la construction de budget, où finalement le problème était de financer des infrastructures de transport, des infrastructures bien distribuées dans toute la France. Et souvent la métropole avait bon dos, parce qu'en fin de compte, pour pas justifier ou pour justifier qu'on fermait une gare, qu'on fermait un hôpital, qu'on fermait une route ou qu'on fermait tel équipement, on disait mais vous savez, la modernité c'est la métropole. Et je pense que là, on a fait une grave erreur. Et tous les événements qu'on a depuis quelque temps montrent que la modernité, elle n'est pas dans on vous fait vivre tous là où on veut que vous viviez parce que ça coûte moins cher, on amortit mieux les dépenses d'infrastructure. Et encore une fois, c'est laisser chacun vivre là où il veut vivre, fort de cette relation à la nature à laquelle chacun aspire. Merci pour ces précisions. Vous anticipez en quelque sorte sur un autre commentaire qui est celui d'Abraham Harry, qui un peu plus tôt soulignait que la réconciliation entre
centre, enfin en tout cas cet objectif de déconcentration urbaine était largement dépendant d'arbitrage notamment budgétaire, qui eh bien, rendait possible ou non finalement les mutations dont il est question ici. Ça nous ramène aussi un peu à la question de la résilience, c'est-à-dire que c'est un terme évidemment dont il est beaucoup question. On parle beaucoup de résilience urbaine en pensant au climat, maintenant en pensant à la crise sanitaire. La résilience, c'est pas seulement comment fonctionner en mode dégradé comme nous le faisons d'une certaine manière tous autant que nous sommes devant nos écrans, mais c'est aussi concevoir ce que nous accepterons de perdre ou de changer pour que nos systèmes puissent continuer d'opérer. Et c'est aussi une réflexion qu'il convient, me semble-t-il, d'avoir aujourd'hui. Peut-être, pour conclure, je suis tenté de revenir vers le professeur Sicard, puisque donc on a bien compris, je pense, hein, votre message à tous deux, finalement de repenser les continuités entre villes, je vais dire territoires. Je vais employer le terme un peu rapidement et avec toutes les précautions utiles, mais disons réputé plus périphérique. Mais est-ce que, enfin, au fond, professeur, ce qu'on a envie de vous entendre dire maintenant, c'est est-ce que nous avons créé avec ces métropoles des conditions de la prochaine épidémie, en quelque sorte, et quelle vous semble être, d'un point de vue strictement, j'allais dire, d'épidémiologiste, la meilleure approche dans un monde idéal peut-être, dans un monde qui ne serait pas tenu par la contrainte économique, pour justement minimiser les risques de nous exposer à nouveau donc, à un virus importé ou peut-être même à un virus, j'allais dire, local. Il ne faut pas être trop simplificateur, mais le problème, c'est que la Chine, elle nous offre un sacré modèle depuis 40 ou 50 ans, où elle nous envoie chaque année ces grippes aviaires. Heureusement, les grippes porcines, ce virus n'atteint pas l'homme. Mais au fond, c'est le problème, c'est qu'il y a un pays qui est en train de concentrer à coût de centaines de milliards de dollars, c'est pas 10 millions de dollars, et qui absorbe le vivant le plus exotique et nous le renvoie par l'intermédiaire, au fond, de la contamination animale-homme. Donc, c'est un modèle qui va, au niveau des coronavirus, il va forcément réapparaître. C'est-à-dire que si le marché des animaux sauvages, qui a l'air absolument gigantesque, et d'après les Chinois, qui est incontrôlable, parce que les Chinois sont totalement fascinés par l'usage des animaux sauvages. Et comme il y a une trentaine de coronavirus, il y en a beaucoup qui sont des petits rhumes pas méchants, mais il y a des tas de virus qui sont en situation d'attente. Et donc, le problème, ce sera que si les Chinois continuent d'absorber le vivant pour leur confort et nous le renvoient sous la forme d'un virus, je ne vois pas très bien comment tous nos discours ne seront pas vains, des discours intelligents, des discours qui seront des discours modérés, mais que là, ces épidémies à partir des animaux, de maladies émergentes, c'est l'animal, c'est pas la médecine elle-même qui le crée, c'est pas des OGM viraux, c'est les animaux vivants au sens actuellement Asie du Sud-Est. Il y a une zone dans le monde, un peu comme la Corée du Nord avec les missiles, là il y a une zone du monde qui est en train de jouer avec l'humanité et avec une indifférence que je trouve et une complaisance mahurie, parce que au fond nous avons délégué toute notre économie à la Chine qui paradoxalement nous fait payer paradoxalement beaucoup plus cher que l'économie qu'on fait en leur confiant notre économie. Donc on ne peut pas tenir un discours général sur les épidémies. Et chaque épidémie a sa propre dynamique. On peut dire simplement que en 2003, c'était le SRAS, 2008, c'était le MERS, là, c'est le SRAS 2, mais il est évident que le SRAS 3 et le SRAS 4, tant que les conditions ne seront pas changées, va nous arriver. Simplement, c'est que là, on va être un peu plus prévenu, et comme on le saura assez tard, parce que les Chinois, pendant 15 jours, ne diront rien, on risque de se retrouver avec des sentiments d'avoir une pédagogie, mais inutile, parce que la source elle-même ne changera pas. Tant qu'il n'y aura pas une réflexion internationale, qui soit une réflexion extrêmement forte, qui soit à la hauteur du danger atomique, du danger de la drogue, qui soit pas des réflexions un peu polies, un peu de grand cénacle, mais qui dit vous nous mettez en danger à nous humanité, par votre comportement, je pense que rien ne changera, malheureusement.
Merci Didier Sicard, merci Jean-Christophe Fromentin. Comme quoi, évidemment, ces questions donc d'aménagement urbain sont aussi largement dépendantes, pas seulement de nos territoires, mais aussi naturellement des autres mégacities et d'interdépendance mondiale. Je vous propose de nous en tenir là pour cet échange et je vous remercie encore une fois du temps que vous avez bien voulu y accorder. Les interactions et les réactions ont été très nombreuses sur le chat. Pour avoir animé une quinzaine de ces rencontres, je peux vous dire que nous tenons là un des sujets les plus probablement les plus qui suscitent le plus de débats. Pour prolonger ces échanges, vous pouvez vous retrouver et vous rendre à présent donc dans l'espace networking qui est accessible à gauche de votre écran. Si vous cliquez, vous allez quitter la page, donc attendez un instant, et vous pourrez retrouver les intervenants et d'autres membres du public pour échanger vos vues donc et continuer d'échanger. Ce sont des échanges très courts de 3 minutes chacun. Ça peut vous paraître très court, mais c'est intéressant. Ça vous permettra certainement de faire quelques rencontres. L'enregistrement de cet échange vous sera proposé tout prochainement, donc je vous l'enverrai par mail. On espère vous retrouver nombreux et nombreuses dès demain à 14h autour, je le disais tout à l'heure, donc de la question du télétravail et de Dominique Lozère, un expert des mutations du travail, qui précisément nous invite à poursuivre justement cette réflexion sur ce que la période de confinement actuelle nous promet en matière de transformation de nos usages professionnels. Merci encore à tous les deux. Merci à tous ceux qui ont bien voulu nous rejoindre aujourd'hui. Et je vous dis à très très bientôt. Et n'hésitez pas à présent à nous retrouver donc sous l'onglet Networking. Et merci à vous, Jean-Christophe. Merci, professeur. Merci de nous avoir invités. Au revoir.